Donc, tout d'abord, je remercie l'ensemble des participants pour leur connexion pour notre webinaire Instant Capacité sur le thème des dispositifs d'appui pour le maintien à domicile. Donc, tout d'abord, je vais vous donner quelques détails techniques. Donc, merci aux participants de fermer leur caméra et leur micro pour être sûr qu'on ait une bonne connexion. Donc, ce webinaire est enregistré et sera visible en replay sur notre site internet de la CPTS Capacity. Donc, si vous avez des questions au cours du webinaire, je vous demanderai de les poser tout au long du webinaire via le chat et nous aurons 10 minutes à la fin pour reposer ces questions à l'ensemble des intervenants. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les dispositifs de maintien à domicile. Donc, le maintien à domicile concerne toute personne en situation de dépendance, quel que soit l'âge. Ce maintien à domicile peut être ponctuel ou au contraire permanent. Le maintien à domicile, ça englobe l'ensemble des moyens médicaux, techniques, financiers, administratifs et ou de services mis en œuvre pour qu'une personne en perte d'autonomie puisse rester chez elle. Et on sait, soignant, que la plupart des personnes en situation complexe souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. En tant que soignant, justement, l'organisation autour de ces patients et de leurs aidants n'est pas toujours facile. Il existe de multiples dispositifs de maintien à domicile, mais cette multiplicité des organismes peut parfois entraîner un manque de visibilité, que ce soit pour les patients, pour les professionnels de santé et pour les aidants. Donc aujourd'hui, la CPTS a choisi de vous présenter trois de ces dispositifs. Donc nous remercions chaleureusement nos intervenants d'avoir accepté de vous présenter leur dispositif. Donc, nous commencerons par le dispositif d'appui à la coordination avec Linda Koch qui est responsable de service au DAC et Valentine Ledoux qui est référente e-santé. Donc, je vais vous partager le diaporama pour que vous puissiez donc voir les noms des personnes qui interviennent. Donc, vous aurez ensuite l'intervention du docteur Hiltrud Clerson et du docteur Gillis concernant l'équipe mobile territoriale de gériatrie. Et nous terminerons par l'intervention de monsieur Bertrand Deher, qui est infirmier en pratique avancée à l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée. Donc, merci à vous. Donc, je vais laisser débuter Linda Koch et Valentine Ledoux pour la présentation du dispositif d'appui à la coordination. J'enlève mon partage d'écran et je vous laisse partager votre écran pour le diaporama. Merci. Alors, est-ce que vous voyez bien notre diaporama? En ce qui nous concerne, pas de souci. Pas de souci. Très bien, donc nous allons avec Valentine vous présenter le DAC Franche-Comté. Alors nous allons vous donner le contexte de sa création, les missions qui l'animent et puis vous donner quelques chiffres à titre indicatif. Le dispositif d'appui à la coordination, c'est avant tout une volonté du législateur qui a souhaité en effet la fusion de plusieurs dispositifs d'accompagnement de parcours de soins à domicile sur le territoire national. Et ce, pour avoir une meilleure lisibilité des ressources. Vous avez dû d'ailleurs travailler avec ces dispositifs, qui étaient des dispositifs tels que la RESPA ou la MAIA. Le dispositif d'appui à la coordination, c'est donc un interlocuteur unique pour tous les parcours de santé complexes. Et cela, quelle que soit la pathologie, le handicap ou l'âge de la personne que vous accompagnez. À qui s'adresse le dispositif? Eh bien, il est à destination de vous, professionnels de santé, médico-sociaux, mais également sur le DAC Franche-Comté, nous pouvons être sollicités par les personnes elles-mêmes ou leur entourage. L'ambition, c'est avant tout d'être facilitateur dans l'accompagnement de ces parcours de santé. Il y a une porte d'entrée du dispositif, il faut une pathologie identifiée et un critère d'intervention qui est la complexité. Si vous avez une personne qui présente plusieurs types de difficultés, qu'elles soient d'ordre sanitaire, social, médico-social, ou qui se retrouvent sans intervenant ou avec trop d'intervenants, nous pouvons dire que nous sommes face à une situation complexe. Dans ces missions, le DAC va pouvoir intervenir en fait à deux niveaux. Il va pouvoir être d'une part en appui au parcours de santé individuel,
mais il va également participer à la structuration des parcours de santé, et ce, via l'animation territoriale. En ce qui concerne les appuis au parcours de santé individuel, nous avons en fait plusieurs niveaux de réponse qui vont pouvoir être apportés en fonction de l'évaluation de cette demande. Nous allons pouvoir en effet informer ou orienter, ou être en appui à la prise en charge coordonnée. Le DAC va donc pouvoir informer sur les aides et les ressources qui sont disponibles sur son territoire. Vous avez par exemple la fille d'une dame qui souhaite avoir le numéro de téléphone pour trouver un portage de repas. Nous allons pouvoir donc lui indiquer. Le DAC va également pouvoir orienter vers un dispositif adéquat. Je vous donne une situation. Madame B, personne âgée, elle souffre d'isolement, elle est en perte d'autonomie récente et elle a besoin de recréer du lien social. Eh bien, on va pouvoir l'orienter, alors imaginons sur Besançon, vers la Maison des Seniors par exemple. On va effectuer, nous, le lien avec le partenaire, donner les informations adéquates et voir s'il y a une possibilité d'intervention. Lorsque le degré de complexité l'exige, le DAC va intervenir en appui à la prise en charge coordonnée. Alors, il y a une indication, il faut pour cela, le patient soit bien informé de la démarche. Dans le cadre de sa mission, le DAC va donc évaluer la situation de la personne, et ce, dans sa globalité. Il va pouvoir mettre en œuvre et soutenir les actions qui vont répondre aux besoins, en fait, de la personne. On va pouvoir mobiliser plusieurs ressources, également on va pouvoir faire des expertises internes avec notre équipe médicale ressources, mais on va pouvoir aussi solliciter des expertises externes, par exemple l'équipe mobile territoriale de gériatrie et l'équipe mobile de psychiatrie pour la personne âgée qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et de là, nous allons organiser un parcours de santé de la personne. On va bien sûr tenir compte de son projet de vie. On va rester en lien avec l'ensemble des intervenants sur la situation et on va aller jusqu'à stabilisation du parcours. Je vais vous donner un exemple. Le SIAD nous sollicite pour monsieur B, 48 ans, qui est célibataire, diabétique, qui souffre d'une maladie pulmonaire chronique. Ce monsieur est en situation d'obésité, il y a une perte de mobilité. Pourquoi sommes-nous sollicités? L'équipe aide-soignante est totalement épuisée, elle n'arrive pas à utiliser le matériel, il y a un refus d'adhésion de monsieur au changement de matériel. Le coordinateur de parcours va alors se mettre en lien avec le demandeur et le médecin traitant. Il va organiser une visite à domicile afin de pouvoir faire une évaluation multidimensionnelle de la situation. Il va repérer l'étayage à domicile qui s'avère nécessaire. Donc là, par exemple, on pourra faire appel à l'infirmière Azalée, peut-être pour l'éducation thérapeutique, faire appel à un prestataire de matériel médical pour expliquer l'installation d'un nouveau matériel et pouvoir peut-être dédramatiser. Le coordinateur de parcours va alors rédiger ce que l'on appelle un plan personnalisé de coordination en santé. Cela va permettre de fixer les objectifs communs donc à l'ensemble des intervenants et optimiser surtout le partage d'informations pour être sûr que tout coordonne bien. Lorsque le coordinateur de parcours aura actionné les différents recours, il va rester en lien bien sûr de manière régulière avec la personne accompagnée pour suivre l'évolution de la situation et puis peut-être adapter les ressources nécessaires au fur et à mesure. Si la situation paraît stabilisée, imaginons l'étayage présent, suffisant, que les objectifs de la prise en charge sont ou en cours ou atteints, le DAC va pouvoir mettre fin à sa prise en charge. Mais il faut savoir que nous restons mobilisables à tout moment si cela s'avère nécessaire. La gestion des parcours de santé complexes implique du coup une coordination renforcée entre différents intervenants du système de santé. Aux côtés de la personne et de son entourage, on va retrouver les professionnels de santé de premier recours, les médecins généralistes, les paramédicaux, des professionnels de santé de second recours avec les médecins spécialistes et des professionnels de santé de troisième recours avec les établissements de santé. On va également retrouver des professionnels du social et du médico-social avec les professionnels des services sociaux et des collectivités locales, des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux et des organismes de protection sociale et les services de protection juridique. Le dispositif d'appui à la coordination, au travers de ces coordinateurs de parcours, va devoir assurer la liaison entre le patient, sa famille et les différents intervenants impliqués dans sa prise en charge.
ce qui va nécessiter un besoin d'information et d'échange entre plusieurs catégories de professionnels. Pour cela, les professionnels du DAC Franche-Comté vont utiliser autant que possible des outils e-santé sécurisés, avec entre autres l'usage de la messagerie sécurisée en santé. Le DAC Franche-Comté et l'ensemble des coordinateurs de parcours en sont équipés. La plateforme ITIX avec un dossier patient partagé et l'application Globule pour la transmission d'informations en mobilité. Les données des personnes accompagnées seront ainsi sécurisées et hébergées auprès d'un organisme agréé, le GRAD Bourgogne-Franche-Comté. Les professionnels du DAC vont centraliser les informations et les étapes de prise en charge de la personne accompagnée au sein d'un dossier unique. Certaines informations pourront se retrouver accessibles depuis l'application mobile Globule. Sous réserve du consentement de la personne, ce dossier pourra être partagé à l'ensemble des professionnels intervenant dans sa prise en charge, donc le cercle de soins, qui représente les soignants, mais également des professionnels qui interviennent au domicile, des travailleurs sociaux ou des structures de prise en charge. Le coordinateur de parcours va déposer dans le dossier le PPCS, comme vient de le présenter ma collègue Linda, qui fixe les objectifs communs à chacun de prise en charge du patient dans son parcours de santé. Ils vont également saisir les informations relatives à sa situation sociale et juridique, sa prise en charge sociale, de savoir s'il y a de l'APA, quelles sont ses conditions de vie, etc. Les coordinateurs de parcours et les professionnels vont également partager des notes de suivi pour éclairer sur les démarches qui sont en cours et les comptes rendus de visite à domicile. Les différents centres hospitaliers de la région vont également pouvoir alimenter le dossier via leur système d'information en renseignant les mouvements hospitaliers, les entrées et les sorties et en transmettant les comptes rendus d'hospitalisation. Du coup, chaque professionnel de la prise en charge qui se retrouvera dans le cercle de soins pourra voir tout ou partie des informations qui sont contenues dans ce dossier en fonction de son profil, bien sûr, et pourra saisir les informations qu'il juge utiles à la prise en charge de la personne. La réponse apportée va donc être soit une information, une orientation ou un appui à la prise en charge coordonnée. Mais cela va dépendre du degré de complexité de la situation. Cela va dépendre également du besoin exprimé et repéré surtout à un instant T, et également des ressources existantes ou non sur le territoire. À côté de l'appui au parcours de santé individuel, le DAC va participer à la structuration des parcours de santé sur l'ensemble de la Franche-Comté et via l'animation territoriale. Comment ? Eh bien, en identifiant des ressources existantes, en recherchant de nouvelles ressources, puisque de nouveaux besoins peuvent apparaître. On va également repérer les manques sur un territoire et pouvoir faire remonter les besoins. Nous allons, comme l'a dit Valentine, aider à l'élaboration et à la diffusion d'outils numériques partagés. Et on va contribuer à l'émergence de projets de territoire. Cela en participant en effet à des instances intra-hospitalières par rapport au lien ville-hôpital, en adhérant au CPTS, en contribuant au projet de santé et en organisant également des rencontres partenariales sur les territoires pour pouvoir échanger évidemment sur les objectifs de chacun, les besoins et comment on peut interagir. Si l'on veut résumer le DAC Franche-Comté, alors c'est pour qui ? Eh bien, pour vous, professionnels de santé, mais également pour les personnes elles-mêmes et leur entourage. Et pourquoi on sollicite le DAC ? Donc, pour une information, conseil, orientation. Je recherche un service spécialisé, je recherche un libéral, par exemple. Je suis face à une situation ressentie comme complexe. En effet, j'interviens seule sur une problématique, avec plusieurs problématiques. Je repère une difficulté qui sort de mon domaine d'intervention, un logement insalubre, par exemple. Je rencontre une problématique qui peut être récurrente. J'ai la même problématique qui me met en difficulté, j'ai une absence de prise en charge à domicile, je manque de place en SMS. Et puis, je souhaite faire connaître mon nouveau dispositif. Eh bien, je veux élargir mon réseau, je veux participer à la dynamique territoriale et donc je me mets en lien avec le DAC. Si l'on veut donner quelques chiffres, eh bien, donc, le DAC Franche-Comté rayonne sur l'ensemble de la région, sur les 4 départements. Il a suivi en 2023 4800 parcours coordonnés.
Il y a 18 sites. Nous avons 3 sites pour le Grand Besançon avec une sectorisation Est, Ouest et Sud. 98 professionnels travaillent pour le DAC Franche-Comté avec 10 coordinateurs de parcours pour le Grand Besançon. Les pathologies qui ont été répertoriées sur l'année 2023 sont particulièrement les maladies neuroévolutives, les polypathologies qui sont liées à l'avancée en âge, les cancérologies et fin de vie. Sur quel type de besoins? Eh bien, surtout ces besoins d'aide à la vie quotidienne, des problématiques de soins somatiques et psychiques, mais également toutes les problématiques qui sont liées aux proches aidants. Sur l'année 2023, 18% des personnes accompagnées avaient moins de 60 ans, 26% avaient entre 60 et 75 ans et 55% des personnes avaient plus de 75 ans. Comment solliciter le DAC? Donc, vous pouvez nous solliciter par téléphone à la régulation régionale avec un numéro unique ou en nous transmettant une fiche de sollicitation par mail à l'adresse générique et par messagerie sécurisée si possible. Je vais vous montrer la fiche de sollicitation, si elle veut bien s'ouvrir. Est-ce que vous voyez la fiche? Oui, ça y est, c'est tout bon. Ça y est? Elle est Excusez-moi. repartie. La voilà. Ça y est. Excusez-moi. Donc, cette fiche, elle a été créée pour faciliter la transmission des informations et pour que l'on puisse traiter la demande et apporter la réponse adaptée à la sollicitation qui nous est transmise. Donc, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Voilà, elle va vous aider à savoir quels renseignements nous transmettre au moment où vous nous sollicitez. Voilà, merci pour votre attention. Alors, une petite question, est-ce que c'est possible de définir un peu plus précisément comment vous êtes organisé sur notre territoire de la CPTS, Besançon et Métropole, le nombre d'intervenants, un petit peu préciser tout ça? Donc, Sabrina, tu nous demandes le nombre De d'intervenants, de coordinateurs de coordinateurs? Oui, c'est ça. Et puis, comment vous êtes organisé sur le territoire de Besançon et Métropole? Est-ce que vous vous dispatchez certains territoires? Comment ça se passe précisément? Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 10 coordinateurs donc sur le Grand Besançon, métropole, d'accord, qui interviennent, avec donc 3 sites différents, et le centre-ville qui est en effet partagé pour l'ensemble des 10 coordinateurs. D'accord. On a par exemple sur le secteur sud, elles vont avoir prioritairement Planoise. Un autre secteur va avoir prioritairement Montrapon-Palente. D'accord. Mais après, ça peut être aussi des fois par rue. Mais donc, notre service de régulation, quand il reçoit une fiche de sollicitation, il va immédiatement, en fait, faire redescendre au coordinateur concerné. Voilà. Après, on reste un service quand même, je dirais, unique, c'est-à-dire que si on doit bien sûr s'apporter de l'aide sur les différents secteurs, nous n'hésitons pas. Après, il paraît important d'avoir quand même que chaque partenaire puisse repérer des coordinateurs. Ça facilite quand même les échanges. Oui, voilà, ils ont toujours, sur un même secteur, ils vont avoir affaire toujours un petit peu au même coordinateur. Ok. Voilà. Mais bon, sur les animations territoriales, alors bien sûr, si elles concernent un secteur, on va y aller prioritairement avec les coordinateurs de ce secteur-là, mais on peut aussi faire participer selon, si on fait des rendez-vous, par exemple, avec des services du CHU, on va pouvoir aller avec l'ensemble des coordinateurs, ou du moins un de chaque secteur. Merci. Merci pour cette précision, Linda. Donc, on va passer à la suite avec donc la présentation de l'équipe mobile territoriale de gériatrie. Donc, le docteur Hiltrude Clerson qui est responsable de cette équipe mobile et le docteur Gillis qui intervient plus particulièrement en extra-hospitalier. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour à tout le monde. Donc, on va vous partager le PowerPoint. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, très bien. Parfait. Voilà.
Bonjour, donc moi je suis le docteur Clairson, médecin responsable de l'équipe mobile territoriale de gériatrie, et à mes côtés il y a le docteur Marine Gélis qui a une activité essentiellement extra-hospitalière et qui est médecin dans le service de gériatrie. Donc, on va faire un petit peu d'historique concernant cette équipe mobile territoriale de gériatrie. L'historique, en fait, on va dire que ça commence en 2015, où la création d'une équipe mobile territoriale de gériatrie était un des projets phares de la filière gériatrique du GHT, et tout ça dans une logique de restructuration territoriale. Le but était de permettre à toute personne âgée fragile du territoire l'accès à un parcours de santé adapté selon ses besoins. Donc, initialement, sur le secteur de Besançon, on avait deux équipes mobiles, on va dire. Historiquement, une équipe mobile intra-hospitalière qui existe depuis 2005, qui travaillait strictement en intra-hospitalier au CHU de Besançon, et le réseau gérontologique byzantin, qui était rattaché au centre de soins des Tilleroy, qui intervenait donc en extra-hospitalier sur un secteur de Besançon intramuros. Le but était effectivement de créer une équipe mobile, une grande équipe mobile, intra et extra-hospitalière, avec un élargissement du territoire sur le Grand Besançon. Le rapprochement physique des deux équipes, intra et extra-hospitalières, a donc eu lieu en mars 2020. Et la fusion administrative entre le réseau gérontologique byzantin et l'équipe mobile du CHU de Besançon a eu lieu en juin 2021 pour l'équipe mobile territoriale de gériatrie, qui est intra et extra-hospitalière. C'est-à-dire on intervient au CHU de Besançon, voilà. Sur le territoire du Grand Besançon, on vous expliquera tout à l'heure exactement le périmètre. Qui sommes-nous globalement? Nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui est composée de médecins, d'infirmières d'évaluation et bientôt d'infirmières IPA, d'assistantes sociales, d'ergothérapeutes et de secrétaires. La responsable de la structure, c'est moi, le docteur Marmier, et chef de service du service de gériatrie. L'équipe mobile intervient en intra-hospitalier dans tous les services médicaux chirurgicaux et dans les services des urgences, et de plus en plus dans les services des urgences dès l'entrée des patients sur le CHU, et en extra-hospitalier, à domicile des patients, c'est-à-dire le domicile du patient, comprend également tous les établissements médico-sociaux. Quelles sont les missions de l'équipe mobile? Les missions, c'est apporter une expertise gériatrique pour des personnes âgées à partir de 75 ans, en situation de fragilité, en situation de complexité médico-psychosociale, pour permettre une évaluation gériatrique globale. Nos missions sont une aide à la prise en charge diagnostique et thérapeutique chez ces patients âgés fragiles, une aide à l'élaboration du projet de soins et du projet de vie de la personne, une orientation, l'orientation dans la filière gériatrique aussi bien en intra et extra-hospitalière, l'aide à l'élaboration d'un parcours de soins en articulation avec les acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social du territoire. Globalement, une mission très importante est l'anticipation des limites du maintien à domicile, éviter par ce moyen éviter les hospitalisations inadéquates et les réhospitalisations inadéquates. Diminuer les hospitalisations aux urgences des patients pour chute,
diminuer les hospitalisations en urgence pour maintien à domicile difficile, pour les problématiques psychocomportementales, les troubles du comportement, les troubles cognitifs, etc. Donc concrètement, l'évaluation gériatrique, l'intervention de l'équipe mobile, aussi bien en intra qu'en extra-hospitalière, permet donc une évaluation gériatrique globale, cognitive et psychocomportementale, une évaluation de l'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire les capacités effectivement de gérer le quotidien à la marche, voilà, et de l'autonomie, hein, donc l'autonomie décisionnelle et les capacités à gérer, pareil, le quotidien. Elle permet donc une évaluation des risques spécifiques de la personne âgée, comme les altérations de la mobilité, les chutes, le risque de chute, les risques domestiques, la déambulation, les fugues, les troubles du sommeil, l'alimentation, la dénutrition, les troubles de la déglutition, les problématiques de descar, troubles trophiques, les problématiques de douleur, douleurs chroniques. Elle permet l'évaluation sociale et de l'environnement du patient. Et surtout, donc, beaucoup l'évaluation des facteurs de risque d'échec ou de réussite du maintien à domicile. Donc là, je vais laisser continuer le docteur Gillis. Donc, du coup, moi, je suis sur le côté extra-hospitalier. Donc, c'est vrai que quand on est sollicité, donc, on vous montrera après par quel biais et comment vous pouvez nous contacter. Euh, L'objectif, c'est d'essayer de construire le parcours adapté au profil du patient. Souvent, quand on est sollicité pour aller à domicile, c'est parce que la personne, elle ne peut pas aller à l'hôpital, quelle que soit la raison, soit elle ne veut pas, soit il y a des troubles neurocognitifs, soit c'est compliqué d'accéder à une évaluation à l'hôpital. Et c'est vrai que on a aussi cette casquette-là de pouvoir nous rendre directement à domicile avec une équipe pluriprofessionnelle. Ça peut permettre de réaliser des fois les projets de vie. Donc, on est aussi beaucoup sollicité pour les projets de vie, les projets de soins, pour voir jusqu'où on va pour les patients. Mais on a aussi la casquette d'essayer de prévenir la fragilité. Donc, c'est vrai que souvent, quand on est sollicité des fois tardivement, si on peut dire, mais c'est parce que, comme vous avez vu, finalement, la fusion, elle est assez récente. Il y a eu pas mal de difficultés pour l'équipe extra-hospitalière. Ensuite, il y a eu le Covid, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Et ce qu'on aimerait, c'est réussir à venir pour faire de la prévention de la fragilité. C'est là où on sait qu'on est le plus efficace. C'est vrai que quand les troupes sont bien installées, ben, on est un peu comme vous, on est un peu démunis parfois sur l'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer ou même ben, voilà, l'adhésion du patient. Donc c'est pour ça que la prévention, elle est importante. Et plus on est sollicité tôt, plus il est facile ensuite de travailler avec vous pour essayer d'anticiper autant que possible le maintien au domicile. Et donc là-dedans, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la sensibilisation de l'entourage. L'entourage, qu'il soit personnel du patient. Donc, on est aussi amené à être sollicité pour souvent réexpliquer les troubles cognitifs qui, n'ont- qui des fois sont mal compris ou pour expliquer les complications possibles. Et parfois, on peut aider aussi un peu en tant que médiateur, entre guillemets, des fois avec des soignants, avec les partenaires médico-sociaux pour qui il y a des difficultés. Donc, on essaye un petit peu de faire dans ce sens. Et ensuite, comme a dit le docteur Clairson, on a aussi notre ergothérapeute, on a notre assistante sociale, l'idée étant de pouvoir réadapter le logement lorsque c'est possible et faire du lien avec les équipes de premier recours qui sont sur place. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a fait notre évaluation, on essaye autant que possible de les orienter vers les partenaires de secteur ou d'autres équipes aussi spécialisées. Donc ça fait le lien avec cette diaporama. On travaille beaucoup avec l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU. On travaille beaucoup avec l'EMPA, donc qui va intervenir juste après. On s'adresse souvent des patients ou inversement, ou l'équipe de prévention du suicide. On travaille aussi beaucoup avec l'HAD. Et on essaye aussi autant que possible, quand finalement on va à la maison et qu'on se rend compte que la personne, elle peut être en mesure de venir faire un bilan un peu plus approfondi
sur le CHU, par exemple, eh ben, on essaye de les réorienter dans la filière gériatrique, par exemple, pour des consultations ou pour des hôpitaux de jour, pour avoir peut-être des diagnostics un peu plus fins lorsque c'est possible. Et puis, ben, bien sûr, il y a des fois, au domicile, c'est compliqué quand on a, par exemple, des troubles du comportement. Et si on estime, par exemple, qu'une entrée à l'unité cognitivo-comportementale, ben, celle des Tiroirs, par exemple, semble pertinente, et ben, on essaye autant que possible de favoriser voilà, le lien avec nos partenaires. La plateforme, je pense, on en reviendra. La plateforme gériatrique, on en parlera peut-être après, je pense. Et sur le côté un peu plus médico-social, on travaille beaucoup avec vous, avec les structures de soins d'aide à domicile. J'ai vu qu'il y avait Iliad qui était connecté. On travaille aussi voilà, avec tous les partenaires de soins du domicile pour essayer de vous aider quand il y a une situation difficile. Bien sûr, les médecins généralistes, les personnels paramédicaux, les orthophonistes, les kinés. On aime bien avoir des petits comptes rendus de nos collègues kinés aussi. On essaye en tout cas de vous appeler et quand on intervient sur une situation, on essaye de récupérer tous les intervenants autour du patient et on essaye, dans la mesure du possible, de vous contacter pour avoir votre avis aussi. Et il y a l'équipe spécialisée Alzheimer d'Eliade, pour qui on envoie quand même pas mal de patients. Le DAC, que vous avez vu juste avant, on travaille aussi beaucoup avec les coordinatrices de parcours. La maison des seniors, la plateforme de répit, enfin voilà, globalement, on essaye d'avoir un lien, on essaye de se faire connaître auprès de vous et auprès des partenaires et des médico-sociaux de premier recours. Alors, comment on nous sollicite? Euh, Ça peut être le médecin traitant ou alors vous-même, les professionnels de santé libéraux, le DAC, et globalement toutes les structures dont j'ai parlé avant, tout le monde peut nous solliciter. Ce qu'on demande, c'est que le médecin traitant soit quand même au courant. Pourquoi? Ben, c'est simple. Le problème, c'est qu'on n'a pas pour vocation à faire un suivi du patient sur le long cours, dans le sens où on est là pour apporter une expertise gériatrique et nous n'avons pas les moyens de faire du suivi. Alors bien sûr, il y a des situations sur lesquelles on a besoin d'une réévaluation. Donc là, je vais parler du plan médical. Des fois, il y a besoin d'une réévaluation, on va pouvoir le faire. Et si je prends par exemple mes collègues ergothérapeute ou assistante sociale, ben, bien évidemment qu'on ne peut pas faire tout en une fois. Donc voilà, on a une temporalité qui est un peu différente. Mais c'est vrai que globalement, on essaye de se dire, ben, on a une situation pendant 6 mois. Bon, alors, c'est ensuite adaptable, hein, mais on essaye de se dire, en 6 mois, normalement, on devrait réussir à anticiper les choses, ou du moins à créer des dossiers, à essayer de créer du lien ou une adhésion. Et quand il y a besoin, ben, on étend cette durée, mais c'est vrai que voilà, on aime bien avoir quand même l'accord du médecin traitant, parce que malheureusement, nous, on ne peut pas revoir de manière aussi régulière que le médecin généraliste, le patient. Oui, et puis c'est vrai que quand on instaure par exemple un traitement, si je reprends le point de vue thérapeutique, ou même non, le kiné, les choses comme ça, c'est vrai qu'on aime bien qu'il y ait une réévaluation et on n'a pas pour vocation de renouveler le traitement du patient parce qu'il n'a pas de médecin traitant. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est un petit peu complexe quand il n'y a pas de médecin traitant. Par contre, on peut intervenir chez des personnes qui n'ont pas de médecin traitant, mais voilà, sachez qu'on n'a pas pour vocation de s'y substituer. Et comment on fait? On a une fiche de demande, donc on va vous la montrer juste après, avec plein de renseignements qu'on demande à renvoyer enfin par email plutôt, donc vous avez le mail qui est affiché. Et sinon, on a aussi notre plateforme gériatrique d'appel, donc qui a été mise en place au départ lors du Covid et qui marche toujours, donc sur laquelle vous avez une secrétaire qui vient un peu filtrer les demandes du lundi au vendredi de 9h à 17h et qui oriente ensuite les demandes soit vers le médecin gériatre d'astreinte, parce que tous les jours, on a une astreinte téléphonique pour répondre à vos besoins. Euh, et donc, vous pouvez aussi nous solliciter comme ça. Si nous, on estime qu'il y a une plus-value, ben, on oriente le patient soit en hôpital de jour, soit par exemple en visite pour l'équipe mobile extra-hospitalière. Le secteur d'intervention, donc pour l'intra-hospitalier, on en a parlé. Et pour l'extra-hospitalier, on a maintenant le Grand Besançon, 49 communes avoisinantes du département du Doubs. C'est pas nous qui avons choisi, hein, c'est un découpage de l'ARS. Mais voilà, vous aurez les communes juste après l'ensemble des communes. Et sur tous les lieux de vie,
aussi bien les résidences autonomie que les EHPAD ou les domiciles appartements et maisons. Donc, je ne vais pas vous citer toutes les communes, mais elles sont toutes notées. Elles sont aussi sur les plaquettes d'information parce qu'on a deux types de plaquettes d'information, une à destination des usagers et une à destination des professionnels de santé. Euh, la plateforme d'appel gériatrique, donc tout le monde peut contacter la plateforme, y compris les patients et familles. Voilà, je vous dis, il y a une secrétaire. De toute manière, vous tombez forcément sur une secrétaire qui ensuite filtre un petit peu l'appel. L'idée étant d'orienter autant que possible correctement dans la filière gériatrique. Et donc là, c'était un petit récapitulatif. L'idée, c'est de favoriser le lien ville-hôpital, hein, comme le DAC a pu l'évoquer aussi juste avant. Et donc voilà, nous, on se situe. Ben, on a une équipe mobile territoriale de gériatrie où on est en lien avec les services du CHU, la filière gériatrique. Et l'idée, c'est de favoriser aussi autant que possible le lien ville-hôpital, parce que là, c'est une sacrée mission, parce que c'est pas toujours facile. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire le lien avec vous et avec l'hôpital, toujours pour le bien du patient. Et puis, si je vous montre juste pourquoi je ne peux pas voir là. Attends, là, ça je vous dire. Hop, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc, normalement, là, vous voyez Oui, la oui. fiche de demande d'intervention. Donc, elle a été refaite hein, récemment parce que on a eu pas mal de remaniements aussi au sein de notre équipe. Et on essaye de voir quelles sont les informations pertinentes. Donc, on a toujours une partie administrative où on vous demande aussi hein, est-ce que le médecin traitant il est prévenu ou pas de la demande. On ne vous demande pas de remplir tout de manière exhaustive. Nous, on a besoin de savoir quelles sont vos difficultés. Donc, et plus vous nous donnez d'informations, mieux c'est. Mais sachez que si c'est pas complet, c'est pas grave. De toute manière, nous, on a toujours un travail d'essayer de recueillir autant que possible toutes les informations. Voilà, ça c'est quand le médecin traitant nous sollicite, des fois pour lui c'est plus facile de nous noter voilà, ses difficultés. Et c'est vrai que on essaye finalement de faire un petit peu d'acculturation gériatrique et de forcer les personnes qui nous sollicitent à se poser les questions, bah voilà, pour quelle dimension on nous appelle, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est pas complet qu'on ne va pas traiter votre demande. Voilà, et ensuite je vous ai parlé des plaquettes, et après j'avais fini. Donc on a la plaquette qui est à destination, celle-là des professionnels de santé, si jamais vous en voulez, et ben on peut tout à fait vous en transmettre. C'est vrai que l'année dernière, on est passé dans plusieurs endroits pour en déposer. Ça rappelle juste qui on est et comment on intervient avec notre secteur d'intervention. Et on a la même, un peu, un peu plus, avec du langage un peu plus facile à comprendre, à destination des usagers. Et quand on va à domicile, voilà, on appose nos coordonnées parce qu'il y a deux infirmières, on est deux médecins aussi, on est deux assistantes sociales. Donc l'idée étant de faire du lien avec le patient. Voilà. Voilà, et moi j'aimerais juste ajouter, parce que ça c'est quelque chose de nouveau et ce que vous allez voir de plus en plus, hein, donc l'équipe mobile intra-hospitalière intervient donc ou va intervenir de manière soutenue dans les services des urgences. Donc on évalue les patients dans les services des urgences et on essaie de favoriser les sorties directement à partir des urgences. Donc il y a une évaluation gériatrique complète qui est réalisée pour le patient qui est aux urgences. Normalement, voilà, donc nous sommes obligés et nous allons être de plus en plus en lien, on va dire urgent avec les structures de la ville, hein, donc médecins traitants, services infirmiers, etc. Donc il y a tous les services d'aide à domicile
effectivement pouvoir favoriser et sécuriser les sorties des urgences. Et après, il y aura donc orientation des patients dans la filière gériatrique. Normalement, les médecins traitants reçoivent les courriers, donc dans les courriers aussi l'évaluation gériatrique qui a été réalisée aux urgences. Voilà, donc ça sera à partir du mois de novembre. Donc il y aura un médecin gériatre qui sera positionné. D'accord. Merci beaucoup, mesdames, pour ces précisions. Je sais que vous devez quitter un tout petit peu plus tôt le webinaire, donc je vais vous poser à vous la question tout de suite. On a une question qui nous demande, pouvez-vous nous dire quels sont les freins et les leviers pour travailler avec les professionnels de santé libéraux? Vous avez dit en effet tout à l'heure que ça pouvait être parfois difficile. Quels sont les freins et les leviers, en tout cas pour vous, équipe mobile de gériatrie, et on reverra peut-être à la fin du webinaire pour les deux autres équipes. Et ben après, il y a peut-être déjà le côté intra-hospitalier, et le truc d'aller docteur Clairson vient de commencer à expliquer. Là, c'est les urgences. Bah, c'est vrai que quand la personne, son motif d'adressage aux urgences, c'est maintien à domicile compliqué, bon, ben, là, ça va être. Enfin, c'est vrai il y a une problématique de lit aussi sur le CHU, donc c'est vrai que des fois on a du mal, mais c'est pas de votre faute non plus. Mais voilà, c'est vrai que là, des fois, c'est compliqué à essayer de trouver des intervenants. Donc ça, c'est plus sur le côté urgence, je pense. Après, sur le côté extra-hospitalier, euh, les difficultés, c'est peut-être que on est une équipe un peu, enfin, qui a été remaniée plusieurs fois et il faut aussi qu'on se fasse connaître et qu'on apprenne à travailler ensemble. Je dirais que le principal frein, il est là, Mm. mais ce genre de réunion et de webinaire, c'est aussi un levier d'action pour qu'on se fasse connaître. Euh, et puis ensuite, on va être limité quand on n'a pas d'adhésion du patient, par exemple. Là, ben, finalement, ça va être un frein parce que, mais finalement, il n'est pas de notre côté ni du vôtre, il est du fait du patient. Alors, je ne sais pas trop si je réponds à la question, mais finalement, on arrive, hein, on arrive à travailler. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à se faire connaître. On a tous des impératifs de temps, on manque tous de temps ou de personnel, et la limite, finalement, elle est là. Elle n'est pas tant à discuter. Après, c'est sûr, hein, des fois, c'est difficile d'appeler, d'avoir. Voilà, moi, je suis qu'à 40% sur l'équipe mobile. Je travaille que les jeudis, vendredis. Malheureusement, si je dis n'importe quoi, le médecin, il travaille que le lundi, mardi dans son cabinet, ben, j'ai pas de bol. Enfin, voilà, c'est une histoire d'emploi du temps, mais je dirais que c'est de l'organisation. Et je m'y mettrai là, les freins. Après, donc, les freins clairement pour l'intra-hospitalier, pour les urgences et aussi les freins pour organiser les sorties à domicile des patients hospitalisés. Je pense que vous connaissez bien la problématique, effectivement, de mettre en place un plan d'aide à domicile cohérent, et ceci, voilà, chez les patients qui nécessitent parfois beaucoup d'aide à domicile. Donc, ça, c'est les freins, c'est effectivement la disponibilité, hein, la disponibilité et surtout dans les zones un peu blanches. Ouais, Donc, oui. donc là, on a beaucoup de freins pour pouvoir faire les sorties à domicile voilà, correctement avec, voilà, pour organiser les plans de soins. Mm. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de tous les acteurs, effectivement, Les partenaires. tous Mhm. les partenaires, oui, oui, pour nous aider, hein. Et surtout aux urgences, on aura beaucoup besoin, effectivement, de pouvoir mettre en place des plans d'aide d'urgence. Ouais. Très bien. Eh ben, merci mesdames pour votre présentation. Donc nous Merci allons Lydie. passer à la présentation de Monsieur Et Bertrand Félicien Deher, pour les sorties à domicile. qui est donc infirmier en pratique avancée sur l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée. Donc je vais partager votre diaporama, Monsieur Deher. Oui. Hop. Hop. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle donc Bertrand Deher et je suis infirmier en pratique avancée depuis 2 ans maintenant et je travaille donc au sein de l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée, donc l'EMPA. Si vous voulez bien passer à la suivante. Quelques définitions. L'EMPA, c'est une unité pardon, d'intervention ambulatoire, d'écoute pour les personnes âgées. Donc, pour nous, c'est 65 ans et plus, atteints de troubles psychiatriques sur leur lieu de vie.
c'est-à-dire à domicile ou en institution, et dans le département du Doubs. L'aire urbaine en ce moment, en tout cas, secteur de Pontarlier, on n'y intervient pas puisqu'il y a un hôpital. Et l'aire urbaine de Besançon, pour l'instant, on intervient à peu près partout dans Besançon. L'équipe mobile est la 4e unité de soins du pôle psychiatrie de la personne âgée du CH Novillard. Il y a 2 unités d'admission pour personnes de plus de 65 ans, un hôpital de jour. Maintenant, l'équipe mobile. On va passer aux missions, s'il vous plaît. Les objectifs. Le maintien au domicile, bien évidemment, c'est le but d'une équipe mobile. La prévention des réhospitalisations ou des rechutes, des décompensations de pathologies chroniques, et essayer de proposer à chaque fois une alternative à l'hospitalisation pour essayer de désengorger les hôpitaux que l'on sait tous en ce moment, c'est très compliqué pour trouver des lits, et de maintenir au maximum les personnes sur leur lieu de vie. Les missions, eh bien, c'est d'assurer le suivi post-hospitalisation, c'est-à-dire pour des personnes qui ont été hospitalisées chez nous et qui sortent. Donc, c'est pour les aider à temporiser la sortie et à essayer de mettre toutes les chances possibles du côté des patients pour que l'hospitalisation soit le plus utile possible. On intervient au domicile en institution. De plus en plus, on réalise des évaluations sur les lieux de vie. On essaye d'accompagner au mieux les aidants au domicile, mais aussi les personnels qui travaillent dans les structures. On essaie de mener des actions de prévention et d'orientation pour assurer le maintien sur les lieux de vie. En institution, par exemple, on essaie de faire des réunions lorsque les personnels sont confrontés à des comportements qui sont compliqués, qu'il y a des patients ou des résidents qui génèrent des difficultés. On essaie de se déplacer et puis d'essayer sur place de faire des réunions de coordination. On assure aussi l'administration de traitements retard, donc tout ce qui est neuroleptique à effet retard. On fait pas mal d'injections, en particulier pour des personnes qui sont en obligation de soins. On essaie de travailler, bien évidemment, le plus possible, comme on l'a vu précédemment, avec les partenaires et les intervenants, en essayant de faire des réunions de coordination, ce qui n'est pas toujours facile, mais on essaye. On propose aussi des formations pour les professionnels et les aidants face aux personnes souffrant de troubles psychiatriques. Par exemple, cette année, on va proposer des formations de 2 jours pour les personnels du CCAS sur les troubles psychiatriques de la personne âgée. Si vous voulez avancer. Donc, notre équipe, elle est constituée d'un psychiatre depuis plus de 2 ans maintenant. C'est le docteur L'Héritier-Boisson. Donc, moi aussi, depuis 2 ans, je suis là en tant qu'infirmier en pratique avancée. Et j'ai été rejoint il y a quelques semaines par un nouveau collègue qui est Philippe Bollard. On sera donc maintenant 2 infirmiers en pratique avancée au sein de l'équipe mobile. On a une psychologue, Madame Sana, qui intervient à 100%. On a un mi-temps de Madame Claire Vatten, qui est neuropsychologue. Il y a une équipe d'infirmiers, ils sont 6, et ils se regroupent en binômes. Donc, il y a 3 binômes qui se répartissent certains secteurs du département et de la ville de Besançon. Et on a une cadre de santé qui est là en quart de temps. Brièvement, je voulais juste revenir sur l'IPA au sein de l'équipe mobile. Le but d'avoir des IPA dans notre équipe, c'est vraiment de promouvoir des consultations en poste avancé. C'est vraiment se déplacer le plus loin possible pour essayer de dégager du temps médical. Le temps médical, il est très précieux dans les CMP, donc essayer de faire en sorte que le délai d'attente soit réduit. C'est encore un peu compliqué. Réduire aussi le délai
des demandes de nouvelles prises en charge. On arrive à dégager du temps médical. On essaye de faire, du coup, les médecins peuvent se déplacer plus rapidement au domicile. Ce qui est très important, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une grosse plus-value d'avoir des IPA au sein d'une équipe mobile, c'est qu'en fait, on peut faire des consultations beaucoup plus rapprochées pour certains patients et favoriser l'accès aux soins en psychiatrie des personnes âgées. C'est vrai qu'il y a encore un biais par rapport à la psychiatrie, en particulier chez les personnes les plus âgées. Et on verra plus tard que la démographie du Doubs nous emmène vers une population qui vieillit. Donc, si on peut se déplacer au domicile pour faire un renouvellement d'ordonnance, ben, je pense que là, on va avoir vraiment une plus-value importante. Et si ça peut éviter aux personnes de devoir venir depuis Mèche pour passer une journée en hôpital de jour, eh ben, je pense que on va essayer de maintenir dans la file active et dans le soin un grand nombre de personnes. En pratique, l'IPA, ben, il intervient dans tous les domaines, sur tous les lieux où intervient l'équipe mobile, en EHPAD, en CMP, dans les résidences autonomie, dans les MARPA et ce, sur tout le territoire du Doubs. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour rappel, un IPA n'est absolument pas un électron libre. Il y a un protocole d'organisation qui est signé avec chaque psychiatre du pôle. On n'a absolument pas de prescription en première intention et on ne peut pas modifier un traitement, par exemple un antidépresseur. Si le docteur Lhéritier Boisson a mis en place un antidépresseur, je pourrais faire des renouvellements de son ordonnance, je pourrais adapter des posologies. Par contre, je ne pourrais pas faire un switch d'antidépresseur. Ça, c'est forcément un médecin qui devra le faire. Nous, on s'est fixé dans notre protocole que les pathologies soient bien identifiées. On a des temps de synthèse qui ne sont pas forcément protocolisés, mais qui sont faits quand c'est nécessaire. Et bien évidemment, il faut que le patient ait un retour et il faut surtout que le patient ait bien compris le champ de compétences de l'IPA. Donc, on fait toujours signer une fiche d'information aux patients pour s'assurer qu'ils aient bien compris quel était le rôle d'un IPA, ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire, et qu'à tout moment, pardon, s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent demander à revoir un médecin. C'est la même chose, chers collègues. Si à un moment donné, on sent qu'on arrive au bout de ce que l'on peut faire, on va renvoyer la personne vers un psychiatre. Donc ça, bah, je vais passer brièvement, hein, c'est tous les secteurs où on intervient. Donc on voit qu'il y a MPA 1, MPA 2, MPA 3. Ce sont mes collègues infirmiers qui travaillent en binôme et qui se déplacent sur tout le territoire du Doubs. Ce qui est un petit peu compliqué pour nous, IPA, c'est qu'on est intersectoriel. Donc on fait quand même beaucoup de kilomètres. Et le secteur de Besançon, pour revenir à la CPTS, en ce moment, on couvre vraiment, je pense, tous les quartiers de Besançon. La suivante, s'il vous plaît. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est presque à 90 000 km pour l'équipe cette année, ce qui est un marqueur d'activité. On ne cesse de se déplacer de plus en plus. La suivante, voilà. Donc, notre file active, elle se compose de patients qui sont déjà connus de la filière, avec des troubles psychiatriques qui ont pu débuter avant l'âge de 65 ans ou qui sont repérés après 65 ans. On rencontre beaucoup de patients qui présentent des troubles neurodégénératifs avec des troubles du comportement. Ce qui n'est pas le plus aisé pour nous parce que c'est vrai que dans l'accompagnement des aidants, en particulier dans les structures, souvent les gens cherchent des réponses et on a bien du mal à apporter des choses très concrètes en ce qui concerne les troubles du comportement liés aux troubles neurodégénératifs. Et enfin, on rencontre de plus en plus de patients qui étaient inconnus de la filière de la psychiatrie. Et on constate surtout que les entrées en suivi
se font à des âges de plus en plus élevés. Ça, on va le voir, c'est en fonction de la démographie du Doubs qui est vieillissante. Voilà notre activité qui ne cesse de grandir. En 2023, la file active de l'EMPAC est de 792 patients avec 6 IDE. Pour ma première année d'activité en tant qu'IPA, moi j'ai eu une file active de 158 personnes et j'ai fait 629 consultations. On voit que voilà, on est de plus en plus demandé, de plus en plus sollicité et il faut répondre à la demande. On intervient, pardon, juste encore, on intervient soit seul ou en binôme quand la situation l'exige. Et pareil pour les évaluations avec le médecin, elles se font soit, en général, c'est un binôme infirmier-médecin qui intervient au domicile. Merci. Voilà. Donc, le nombre de visites à domicile, ben, c'est pareil, c'est sur une pente croissante. L'année dernière, on a réalisé plus de 4000 visites à domicile. Les fameuses injections retard, on en a fait l'année dernière 342 que l'on fait, sachant qu'un bon nombre de nos patients ont aussi des injections retard qui sont faites par des cabinets d'infirmiers libéraux. Mais nous, on se rend au domicile quand la personne est susceptible de ne pas forcément être d'accord avec cette injection. Et en dessous, on voit que l'année dernière, il y a eu quasiment 200 visites médico-infirmières au domicile, donc sur les sollicitations des différents partenaires de santé. Cette activité médicale, ben, depuis que le docteur L'Héritier Boisson est là, elle ne cesse d'augmenter. C'est sûr qu'avant, on avait quand même beaucoup moins de médecins qui étaient présents physiquement au sein de l'EMPA, donc d'avoir un médecin maintenant dédié à la structure, ça nous facilite grandement la tâche pour tout le monde. Et puis, je pense que la filière est de plus en plus fluide aussi pour nous, puisque tous les lundis, on examine les demandes. S'il vous plaît. Donc voilà, on a mis en place une réunion clinique hebdomadaire pour traiter et prioriser les demandes. On a encore un délai d'attente. À un moment donné, on avait réussi à descendre en dessous du mois et là, du fait un peu de la démographie médicale de l'hôpital en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. On est à nouveau à peu près à un mois d'attente. Et puis, le docteur L'Héritier Boisson met un point d'honneur à faire un courrier médical de synthèse et de liaison après chaque visite au domicile. Voilà l'évolution de la démographique. Donc, dans le Doubs, la ligne bleue, on voit que les personnes de plus de 65 ans augmentent d'année en année. Le trait orange représente le bassin de population par le CHM. Donc, ça colle à la démographie du Doubs. Notre file active, eh ben, du fait des moyens aussi supplémentaires, de nos possibilités de pouvoir aller un peu plus loin et avoir plus de personnel, essaie de coller à cette augmentation démographique. Et on voit en fait que la file active augmente d'année en année. La suivante, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous embêter trop sur la démographie, mais on voit quand même que ça représente 20% de la population totale du département, les personnes de plus de 65 ans. Le secteur desservi par le CHN est très impacté par cette population vieillissante. La file active, bien évidemment, elle suit cette démographie. Et la population des plus de 75 ans sur le territoire est en constante évolution. Et c'est vrai qu'on est surpris par des demandes de plus en plus importantes par des personnes de plus en plus âgées. Alors, comment nous contacter? Ça, c'est très important. Le docteur L'Héritier Boisson souhaite que ça soit un médecin ou un médecin généraliste ou un médecin spécialisé qui nous contacte.
Ce qui est très important, c'est d'avoir le traitement médical au moment de la demande. Et puis, donc, vous pouvez téléphoner directement à l'équipe mobile. C'est le premier numéro, le 03 81 60 58 23. On a un secrétariat médical aussi qui vous guidera dans les demandes. Et puis, il y a deux adresses mail qui sont importantes. C'est équipemobile@chnovillard.fr ou secrétariatppa@chnovillard.fr pour faire les demandes. Donc, par un médecin si c'est possible. C'est le plus facile pour pouvoir initier une visite à domicile. Et encore une fois, avec le traitement, pour que le docteur l'héritier Boisson ait déjà une base et savoir un petit peu aussi une petite synthèse s'il y a des molécules qui ont déjà été essayées pour favoriser aller plus vite dans la prise en charge. Donc, en conclusion, on voit que compte tenu de l'augmentation de la file active, l'activité de l'EMPA, elle évolue et elle doit évoluer. La diversification de l'activité permet de se rapprocher au plus près des patients et le parcours du patient est facilité par une offre de soins maintenant plus hétéroclite, psychiatre, neuropsychologue, psychologue, IPA et IDE pour essayer d'aider au maximum les personnes qui en ont besoin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Deher. Je vais prendre un petit temps pour les personnes qui peuvent rester connectées. Alors, j'ai différentes questions. La majorité des professionnels de santé libéraux n'utilisent pas Ethics et Globule. Alors après, j'ai plutôt, si j'ai bien compris, au niveau de l'équipe mobile de gériatrie et au niveau de l'EMPPA, c'est plutôt par courrier que vous communiquez. Et puis, Ethics est davantage utilisé pour le DAC. Donc, comment faites-vous pour partager un dossier que l'on qualifie de partagé? Donc, c'est une des questions qui s'adresse plutôt au DAC pour le coup. Oui, je vais y répondre en tant que référente e-santé. En effet, donc le dossier, il est partagé et il est consultable du coup par l'ensemble des professionnels qui sont dans le cercle soin du dossier, si tant est qu'ils aient un compte ITX et Globule, évidemment. Donc, c'est sûr que si les professionnels ne sont pas dotés de ces comptes, on va continuer à faire de la coordination, à échanger des informations avec eux autrement. On s'adapte évidemment à l'ensemble des intervenants qui constituent la prise en charge des personnes que nous accompagnons. Simplement, on informe, nous, l'ensemble des professionnels que nous utilisons au quotidien des outils qui sont partagés et que si tant est qu'ils s'équipent des mêmes outils, ils pourraient trouver les informations dont ils ont besoin dans le dossier de coordination, par exemple. Donc, c'est aussi moi, en tant que référente e-santé qui, du coup, diffuse cette information. Si toutefois les professionnels de santé libéraux ont besoin de s'équiper d'un compte, c'est très facile, il suffit d'avoir un identifiant et un mot de passe. Donc moi, je peux les mettre en lien avec le GRAD Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir être équipés d'un compte ITX et Globule. Et s'ils le souhaitent, ils pourront aller voir les dossiers des patients et y trouver peut-être des informations dont ils auraient besoin lorsque la prise en charge est commune entre le DAC et eux. Voilà, moi, mon rôle, c'est de diffuser l'information, le plus possible de sensibiliser vers les outils sécurisés, évidemment. Après, on s'adapte aussi aux moyens de communication de nos différents partenaires, évidemment. Ce qui est important, c'est au moins peut-être d'aller consulter. Alors après, c'est vrai que d'aller renseigner, c'est compliqué parce que chacun peut avoir son outil métier, mais la consultation, en effet, si elle peut rendre service aux professionnels, ça peut être intéressant. Merci. Donc, en effet, dans le chat, on voit parler aussi d'autres expérimentations, telles que l'équipe prête à partir, qui est développée par Eliade. Aujourd'hui, on a choisi de présenter ces trois services. Vous avez parlé aussi de l'équipe suicide, donc elle sera présentée lors d'un webinaire, lors d'un de nos webinaires au mois de janvier aussi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi s'il y a d'autres équipes qui peuvent être présentées. On sait à quel point il y a d'innombrables dispositifs qui sont mal
malgré tout méconnu, comme vous le disiez, pour l'équipe mobile de gériatrie, finalement méconnu de l'ensemble des partenaires et des libéraux. Donc, c'est important, voilà, de prendre un temps pour présenter ces dispositifs. Donc, je vous remercie en tous les cas beaucoup. Je remercie beaucoup les intervenants pour leur participation et puis leur intervention. Je vais simplement vous partager les prochains webinaires donc qui auront lieu. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je ne suis pas sûre. Partage. Ça y est. Voilà, donc vous retrouverez les prochains webinaires Instant Capacité. Donc pour le jeudi 28 novembre, l'éducation thérapeutique du patient et pour le jeudi 16 janvier, le repérage et la prise en charge du suicide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc merci vraiment à tous pour la participation. On a des personnes qui nous ont demandé aussi de leur fournir les diaporamas. Est-ce que l'ensemble des intervenants sont d'accord sur cette possibilité-là? Ça vous pose pas de soucis? Pas de souci. Pas de Très souci bien. pour nous. Ben, on inscrit le nom des personnes qui nous l'ont demandé. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne Merci journée, beaucoup. au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir. Merci.